Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Et donc, je suis au téléphone avec Alexandre Pouliot-Roberge. Alexandre, salut. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alexandre, ce matin, Vladimir Poutine, c'est pas ce matin, hier, a annoncé la composition de son nouveau gouvernement. C'est que il a la semaine dernière, en fait, il a mis plusieurs personnes à la porte, on va dire ça comme ça. Bref, il y a des changements majeurs qui ont été effectués tout d'un coup. C'est comme sorti là, d'une boîte à surprise, cette affaire-là. J'aimerais ça que tu m'expliques ce qui s'est passé. Bon, chaque année, Vladimir Poutine fait un discours, le discours de l'état de la nation. Ça fait partie de la politique de communication envers la population. Poutine fait beaucoup, entre autres, de questions et réponses. On en a quelques-uns par année. Là, ça dure plusieurs heures. C'est très, très filtré. On s'entend les questions. Hein. Mais il y a aussi son discours à l'état de la nation. Et là, tout d'un coup, il est sorti comme un peu lapin d'un chapeau en annonçant qu'il allait amener plusieurs changements à la Constitution, en fait, et qui allait réduire les pouvoirs exécutifs du président et puis amener plus de pouvoir, dans le fond, à la Douma, mais aussi à ce qu'on appelle le Conseil d'État, dont on va parler un petit peu plus loin. Fait, ce qui s'est passé, c'est que par après, sans surprise, le premier ministre Dimitri Medvedev avait l'ensemble de tout le gouvernement, tout d'un coup. Personne n'a contesté, c'est drôle. Oui, c'est ça, ils sont tous partis. Ils ont tous démissionné, comme ça. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une démission, selon toi, est-ce que c'est une démission de façade? Oui, c'est une démission de façade. En fait, écoutez, à partir du moment que le pouvoir, là, ils se sont fait dire clairement, écoutez, là, vous en allez, les plans, on a des places pour vous, on refait un peu, on brasse la soupe. D'ailleurs, le nouveau premier ministre s'appelle Mikhail Mishustin, et puis c'est l'ancien responsable des impôts. Là. Donc, je veux dire, c'est un personnage qui est considéré comme un technocrate très compétent du point de vue financier, là, selon la droite, mais en même temps, c'est pas un personnage qui était très, très connu. L'ancien premier ministre Dimitri Medvedev, lui, était transféré comme chef adjoint du Conseil d'État. Conseil d'État qui est une structure qui était non officielle, mais que Vladimir Poutine veut rendre officielle là, dans les prochaines modifications de la Constitution. Donc là, on peut supposer que les nouveaux qui sont là à la place des anciens sont des supporters de Poutine. Quoique les anciens devaient l'être aussi, on connaît quand même le personnage. Mais il n'y a pas vraiment d'opposition officielle là, en Russie là, qui fonctionne. Effectivement, tous les gens qui sont dans la structure sont là parce qu'ils ont été placés en fonction des diverses alliances et des divers réseaux qui supportent Vladimir Poutine. Donc, effectivement, je veux dire, il remplace des gens qui sont de son bord par d'autres gens qui sont de son bord. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans sa gestion, certains avaient plus peut-être ont eu certains désaccords avec lui sur des sujets en particulier, puis que d'autres sont moins à l'aise avec sa gestion, et ainsi de suite. Mais ça se peut, mais en tant que tel, là, sur le portrait, dans le portrait global, là, ça change pas grand-chose. Ouais. On parle d'une réécriture antidémocratique de la Constitution, et ça c'est un projet de M. Poutine? Ben, ça fait longtemps qu'il parle de réécrire la Constitution. Hein. Écoutez, ce qui se passe avec la Constitution russe, c'est qu'elle a été instaurée un peu par la force, en fait, pas mal par la force, après la chute de l'Union soviétique par Boris Yeltsin. Il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup que Poutine est fait en pratique à recentraliser les pouvoirs autour de lui, mais il n'y a rien fait actuellement, en tout cas du point de vue de la gestion, là, en ce qui est des droits civils sur le terrain, c'est un autre histoire, mais du point de vue de la gestion, cette gestion, elle n'est pas anticonstitutionnelle dans le cadre où c'était une constitution, la constitution de la Fédération de Russie, c'était une constitution qui était extrêmement, très inspirée de la Constitution française, donc où le pouvoir présidentiel était très, très fort. Là, actuellement, le problème que Vladimir Poutine a, il l'a déjà eu puis il l'a contourné, c'est le fait d'être président. Il avait été président pendant 8 ans, depuis 2000. Et là, après ça, il a mis Medvedev comme président pour reprendre sa place. Mais normalement, il y a une limite pour les... On a un petit problème ici. On a une limite pour le nombre
le nombre de mandats qu'on est supposé pouvoir faire entre ces 2 mandats maximum. Et là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu il se met en retrait de manière à être capable de pouvoir garder le pouvoir d'une manière détournée sans être obligé de devenir président lui-même. Là. C'est ça. Donc maintenant, le pouvoir russe est fort et très centralisé, mais bref, est-ce qu'on laisse rentrer d'autres gens dans le pouvoir? Est-ce que la classe ouvrière, parce que je sais que ça t'intéresse, a accès au pouvoir et peut effectuer des transformations démocratiques en Russie? Bon, en fait, la Fédération de Russie, c'est pas une démocratie bourgeoise, comme on pourrait dire. C'est pas une structure démocratique. C'est pas un État comme ici. C'est vraiment une structure extrêmement centralisée, avec des pouvoirs concentrés au sein d'une caste spécifique. Donc, il y a des luttes démocratiques à mener, non seulement des luttes sociales, mais aussi des luttes démocratiques. Le problème actuellement, puis on parle des fois des partis d'opposition, mais c'est beaucoup des oppositions de façade. Ce qui arrive avec la Fédération de Russie, l'Union soviétique, à l'époque, on avait un parti unique dans lequel il y avait des fractions. Ben, actuellement, la Douma, le parti, on pourrait dire qu'il y a différents partis, mais ces partis-là, en fait, forment plus des fractions d'un parti unique. Les autres oppositions qui sont là, il y a des groupes d'opposition pro-occidentaux, là, comme Yabloka, qui visent la démocratie bourgeoise, mais qui n'ont pas de programme social réel. Dans le cadre des groupes socialistes, des groupuscules sont extrêmement minoritaires parce qu'ils n'ont pas la possibilité vraiment, ils sont absents des médias, je veux dire, effectivement, c'est difficile de faire des manifestations sans se faire arrêter. Fait que, dans leur cas, puis il y en a plusieurs qui sont déphasés, sont déconnectés de la réalité. Dans la Fédération de Russie, la seule manière justement de changer le pouvoir politique, ça va être capable de lier la question de la démocratie avec la question des luttes sociales. Et puis malheureusement actuellement, eh bien c'est pas clair ça. Donc pour pouvoir faire une constituante, pouvoir faire une constitution, en ce moment la constitution qui est proposée a été écrite là, les modifications sont écrites par à peu près 70 juristes. Sous Yeltsin, il y avait 800 personnes, mais c'était à peu près la même affaire là, c'était imposé par en haut. La seule manière de réussir à amener des changements démocratiques mais un changement social réel, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait une vraie constituante puis que la classe ouvrière soit mobilisée. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus difficile qu'ici de réussir à atteindre ces objectifs-là. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu sens que ça pourrait éventuellement se réaliser ou il n'y a rien qui se produit en ce moment au niveau des mouvements citoyens? Ils n'ont aucun poids? Actuellement, on a des personnalités publiques comme Navalny, etc., qui mobilisent des jeunes. C'est beaucoup plus des jeunes. En ce qui est du pouvoir, en ce qui est des syndicats, les syndicats sont très, très, militarisés. C'est des organisations qui actuellement sont contrôlées. Donc, il y a pas vraiment. La seule manière, ce serait de réussir à vraiment organiser, un parti politique qui serait effectivement pas légal, donc serait pas reconnu, se représenterait pas aux élections, mais en même temps aurait la possibilité d'organiser les gens pour pouvoir continuer ces grèves illégales-là, mais en se limitant pas à mobiliser juste des étudiants ou juste des gens qui ont des mots d'ordre de démocratie floue ou juste des mots d'ordre contre la corruption. Puis c'est tout là, c'est que éventuellement, il faudrait avoir justement que ce soit une organisation socialiste ou des personnalités, que certaines de ces personnalités-là s'emparent d'une manière sérieuse du contrat social, c'est-à-dire des réformes sociales, pour être capable de faire sortir les gens. Parce qu'actuellement, ce qu'il y en a un peu, ce qui a amené beaucoup plus de mouvements là, spontanés, en général, c'était ou des salaires impayés du gouvernement, parce qu'il y a eu des crises économiques, ou bien la tentative de réforme des pensions. C'était vraiment ça qui a amené les gens, à un moment donné, à brasser et à montrer leur insatisfaction, parce que même en Russie, l'usure du pouvoir, ça existe. Oui, c'est ça. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup pour cette chronique alternative socialiste. Oui, ça fait plaisir. Puis n'oubliez pas, on a un site internet, on a aussi notre journal. Alors, on va être bien heureux de pouvoir militer avec vous. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.
Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.